Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Pod Conseil, mais un épisode un peu particulier. En effet, cet épisode est le premier d'une nouvelle série qui s'appellera Le Champ des Possibles et qui s'intéressera à la valorisation à la ferme de produits agricoles. À celles et ceux qui ont fait le pas de la transformation, dont le récit d'aventure nous donnera à voir ce qu'il en est de se lancer là-dedans. Et quoi de mieux pour commencer ce vaste sujet que celui de la pomme de terre. Et pour en discuter, je serai accompagné par Aurore et Lionel Carrard. Bonjour. 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 Exploitant à Polyépité, et également par mon collègue Jawad Redani, conseiller en filière et projet chez ProConseil. Salut Jawad. Salut. Alors avant de commencer, Lionel et Aurore, dans cette introduction, je vous ai qualifié d'exploitant. Mais en quelque sorte, ce serait peut-être restreindre l'activité vu que vous avez un atelier de transformation. Alors comment devrais-je vous présenter ? Après, on m'appelle souvent Madame Chips. Madame Chips. Voilà, c'est l'exploitation familiale. Et puis on est parti sur la transformation de chips il y a 3 ans. Et c'était pour quelle raison que vous êtes lancé ? La raison, c'était qu'on s'est mis en agriculture bio en 2017. Et puis on a été en reconversion. Donc du coup, il n'y avait pas de marché pour les pommes de terre en reconversion. Puis après, la pomme de terre en elle-même, c'est toujours assez compliqué de pouvoir les revendre. Le marché était de plus en plus compliqué. Il y avait un peu de potentiel, mais il fallait se mettre SwissGap. Toutes des mesures supplémentaires à rajouter sur le domaine qui étaient pas forcément dans mes convictions. Et puis on a continué jusqu'à il y a 3 ans de les vendre, de les produire en bio et puis de les vendre en conventionnel. Donc à long terme, c'était pas jouable. Trop de coûts par rapport à ce qu'elles étaient payées au final. Et puis un jour, j'ai eu l'idée de regarder 2-3 vidéos de gens qui faisaient des chips chez eux, tout simplement. Et puis j'ai dit pourquoi pas essayer. Et puis c'est vrai que j'ai essayé un soir que madame travaillait. J'ai fait 2-3 chips en attendant qu'elle rentre. Et puis je lui ai servi l'apéro avec ces chips-là quand elle est rentrée du travail. Puis voilà, au départ, on a dit, vu qu'on avait un self, on a dit ça fera un produit. C'est un produit d'appel. D'appel pour les gens. Et puis, on a eu la problématique c'est que du moment qu'on faisait des chips avec des pommes de terre bio, il fallait tout le reste en bio. Oui. Et puis en fait, trouver de l'huile HO bio, on ne trouve pas comme ça dans le commerce. Donc il a fallu chercher un peu. Vous utilisez quoi comme huile du coup actuellement ? Alors là, on a de l'huile de tournesol qu'on s'est mis à produire en partie. On fait 1 hectare, 1,5, 2 hectares de tournesol. C'était pour des raisons gustatives ou Non, c'est qu'en bio, le colza est très compliqué. Ok. Donc le tournesol est plus simple à produire. Parce que c'est vrai que du coup, vous avez plusieurs cultures sur votre exploitation. D'ailleurs, je propose peut-être, avant de se lancer dans toute la partie comment ça a été mis en place au niveau de l'atelier de transformation, peut-être de revenir sur l'image actuelle de l'exploitation. Vous êtes en bio du coup ? Donc on est une exploitation de un petit peu moins de 30 hectares en bio avec des céréales, blé, triticale, pommes de terre. Oui, j'imagine qu'il en faut. Tournesol pour l'huile. Ainsi qu'on essaye on fait un peu de sarrasin, 2-3 marchés de niche, un peu comme ça. Et puis de l'herbe parce qu'on a, des vaches allaitantes. Et puis à côté de ça, on a un atelier d'engraissement de poulet en bio, donc poulet en plein air. En poulailler Donc on a 6 poulaillers mobiles qui fait pour une totalité de 2000 poulets. Donc ça fait beaucoup d'activités diversifiées. Voilà. Et là-dedans, on vous a dit, tiens, si on rajoutait encore un autre truc, qui serait la transformation de chips. Ah non. Non, à la base, on voulait pas faire un atelier de transformation de chips. À la base, les chips, c'était juste pour nous.
Puis, c'est parti en live. Hein. Non, Faut se le dire. Hein. le truc qu'il y a eu, en fait, c'est parti, c'est assez simple. C'est que moi, un jour, j'ai été chercher en grande surface de l'huile pour friture bio. Donc, dans les commerces aux alentours, j'en ai pas trouvé. Donc, un après-midi, je suis descendu à Crissier. Je me suis dit, là, dans les grandes enseignes, on va trouver quelque chose. J'ai rien trouvé. Ils avaient du conventionnel, mais pas de bio. Et puis, du coup, un peu par désespoir, j'ai téléphoné où je livre mes céréales chez Chambetta et Tagnard, le centre collecteur, savoir s'ils savaient où je pourrais trouver de l'huile bio. Et puis, il m'a dit, pas de problème, moi j'en ai. Mais regarde avec ma maman, celle qui gère ça, mais on peut t'en procurer. Et puis du coup, je lui ai téléphoné, elle m'a dit oui, pas de souci, viens chercher. J'ai vite été chercher vers elle, puis je lui ai expliqué un peu ce que je voulais faire. Et puis elle m'a dit il te faudra m'en amener, on en mettra, parce que bien sûr qu'ils ont un self aussi, donc on en mettra 2-3 dans notre self, comme ça peut... ça peut voir ce que les gens pensent. Et puis là, ça est parti en live, ouais. Parce que les gens ont goûté, les gens ont adoré. Et puis elle nous a fait une publicité. Je crois que chaque personne qui est allée chez elle, elle faisait goûter. Je confirme, j'étais la semaine passée, elle nous en a parlé, elle a fait de la bonne promo. Voilà, c'est notre meilleur publicitaire, si jamais. Ça, ouais. Et puis en fait, tout d'un coup, on est arrivé à ce que des magasins de proximité nous téléphonent, d'autres self, qu'on dit on a goûté vos chips à Tagnard, est-ce que c'est possible d'en avoir? Et puis là maintenant, on arrive à avoir des revendeurs jusqu'à Nyon. Jusqu'à Fribourg, voilà quoi. Ça est vraiment parti au-delà de ce qu'on pensait au départ, quoi. Et du coup, à l'origine, vous avez testé, je pense, dans une marmite ou dans une friteuse. Et puis actuellement, ça ressemble à quoi à peu près la production de chips? C'est organisé comment? Alors à la base, on a commencé dans la cuisine. Faut savoir, avec la petite friteuse de la maison, avec pelé les pommes de terre à la main, coupé à la mandoline. Et puis, c'est vite devenu un petit problème quand même. Parce que, les quantités ont augmenté de façon en 6 mois, ça a augmenté vraiment énormément. Et puis maintenant, on a un local de transformation où on a une peleuse, on a une coupeuse électrique. On est équipé quand même professionnellement maintenant. On a une friteuse professionnelle qui cuit assez bien. Donc tout ça, c'est des investissements, mais vous êtes dit du jour au lendemain, ça y est, il faut qu'on prenne tout d'un coup? Ah non. Comment ça s'est fait, en fait, finalement, petit à petit, ce projet? On a d'abord pris une peleuse. Ouais. Et puis, mais on a acheté un truc... de l'avant-guerre, hein. C'est vraiment une pelouse qu'on a récupérée. Si vous oubliez de l'arrêter, vous n'aviez plus de pommes de terre. Voilà. et puis on plaît avec ça. Je coupais encore à la main. Après, petit à petit, on a dit mais il faut que je me facilite la tâche et puis il faut que je puisse arriver à faire plus en une journée. Donc finalement, c'est changer d'échelle petit à petit, quoi. Exactement. On a augmenté en fait les quantités petit à petit. Plus on prenait de clients, plus on revendait de chips, finalement, plus on réinvestissait dans du matériel un peu plus performant, quoi. On s'est fait gagner, on n'a pas dit on se lance là-dedans comme certains où on investit une certaine somme et puis on verra bien. Là, finalement, Madame Chambetta nous a tellement fait de pub et puis ça est parti tellement live que petit à petit, tout d'un coup, on s'est dit non, mais maintenant, on pelait 20-30 kilos de pommes de terre à la main, c'est juste plus jouable. Donc, on a trouvé une peleuse. Petit à petit, chaque fois, on a augmenté pour pouvoir finalement fournir les clients qu'on avait de plus en plus. Et puis, il faut savoir que moi, je travaillais à côté. Hein. J'étais à 50% dans une fromagerie en tant que vendeuse. Puis je faisais ça encore en plus à la maison.
Après, il est devenu, il y avait tellement de demandes qu'on a dit, il va falloir que, j'ai dit, c'est soit j'arrête de travailler, soit on arrête la chips. Puis alors on a décidé que j'arrêtais de travailler. Et puis maintenant, je travaille encore plus qu'avant. Mais c'est top parce que c'est pour nous, donc voilà. Et puis votre emballage, il est assez reconnaissable. Vous faites les chips sous vide ou dans des emballages transparents. Ça a toujours été emballé comme ça? Oui. Ok. Oui, parce que si quelqu'un arrive à me trouver un emballage plus joli, je suis preneuse. Mais sous vide, ça tient 3 mois et demi. Donc je mets pas d'agent conservateur, je mets rien du tout. Hein. Et puis voilà, ça tient 3 mois et demi. Ouais. Je mets pas de gaz dedans comme le concurrent principal. Voilà, on met, c'est que du pur là-dedans. Après, faut trouver du plastique. C'est vrai que c'est du plastique, c'est pas forcément super dans les années qu'il y a maintenant où on essaye de plus mettre de plastique. Mais je ne saurais pas dans quoi mettre d'autre pour que ça tienne aussi longtemps. Et là, il y a une emballeuse d'avant-guerre aussi ou pas? Non. Là, c'est une machine à mettre sous vide que j'ai récupérée de ma sœur. Et puis, heureusement, on peut choisir le niveau d'intensité. Ah oui, d'accord, ok. C'est ce qu'il faut, parce que sinon, vous pouvez pas prendre celle de monsieur et madame tout le monde pour emballer sous vide. Hein. C'est une vraie machine professionnelle quand même. Hein. Donc, voilà. Puis après, maintenant, on a aussi une machine qui met pas en paquet, mais une peseuse. Et petit à petit, le débit de production de chips, il a augmenté. Est-ce que ça a toujours été qu'avec les pommes de terre de l'exploitation? Oui. Alors ouais, jusqu'à cette année, oui. Oui, cette année, on va en reparler justement. Puis ouais, cette année, voilà, je pense que si on tient jusqu'à Noël, ça sera bien. Mais il va falloir qu'on nous trouve ailleurs. Ouais, pour faire tourner l'usine, quoi. C'est ça. L'usine. Non, la fabrique à chips. Et moi j'ai une petite question, vous avez augmenté la production, est-ce qu'en termes de logistique ça a aussi changé des choses? Vous livrez ou bien est-ce que les gens viennent chercher? Est-ce que ça a évolué aussi toute cette logistique pour acheminer les chips jusqu'au point de vente? C'est juste moi qui ai beaucoup moins de temps pour tout le reste. Donc vous faites les transports? Donc je fais tout. Je fais la livraison. Après, si les gens peuvent venir chercher, j'ai quand même 2-3 magasins qui viennent chercher ici. Ce qui me facilite quand même la vie. Mais j'ai des tournées de livraison. Quand je vais, par exemple, demain, j'ai ma tournée sur la côte. Je vais jusqu'à Nyon. Puis après, je remonte gentiment jusqu'ici. Mais j'en ai quand même une bonne dizaine à livrer. Et vous êtes en voiture ou bien vous avez une petite camionnette? En voiture. En voiture, ok. Puis j'avais une deuxième question, c'était par rapport aux gammes. En fait, si je me rappelle bien, vous avez différents goûts. C'est arrivé directement, vous avez décidé d'avoir une gamme de différents goûts de chips ou bien ça s'est fait comment? Non, on a commencé au sel normal. Et puis après, en fait, l'été, on met nos bêtes en estivage. Et puis, il y a une partie de nos bêtes qui sont au Moss. Et puis là-bas, chez Fanny et Sébastien Chaud. Et puis qui ont accessoirement Alpenfleur. Donc c'est un jardin de plantes aromatiques au Moss. Et puis, quand on lui a parlé du projet, elle nous a dit, elle fait pas mal de tisanes, de préparation, aromatique. Et puis, quand on lui a parlé des chips, elle nous a dit, moi, je vous fais un mélange, je vous prépare un truc. Puis elle est au bio, donc ça tombe bien. Ça marchait bien. Et puis, elle était à fond pour le projet. Et puis, c'est vrai que, c'est elle qui nous a produit. C'est elle qui a tout choisi. C'est elle qui a produit son mélange. Et puis elle nous le vend. Quand j'en ai plus, je l'appelle, je lui dis il faudra me préparer du mélange, puis le mélange, et puis c'est parfait. Mais en fait, un peu là, ce qui est sympa dans tout le projet, c'est que finalement, chaque fois, on a commencé. Tout d'un coup, on s'est dit on pourrait produire un peu d'huile, notre huile. Donc maintenant on est avec 2 autres agriculteurs qui produisent du tournesol, dont un qui le brosse et le trie. Ils sont 3. Ou 3, ouais. Un qui le brosse et le trie.
Il y en a un autre qui s'est installé un pressoir qui le presse. Nous, on est au bout, on en produit un peu et puis on fait la transformation, on utilise l'huile en fait. Oui. Et puis c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec plusieurs réseaux où on s'est... voilà, on collabore ensemble sans finalement se marcher dessus, quoi. Chacun apporte son petit truc pour arriver au final à ce qu'on ait des chips, quoi. Est-ce que ouais, donc ça fédère en fait un petit écosystème de production autour d'un produit phare et puis eux, j'imagine qu'ils sont contents de participer à l'élaboration de ce produit, ou ils en distribuent aussi chez eux, ça leur permettait de se diversifier? Alors non, parce qu'ils n'ont pas forcément de self chez eux. Alors oui, il y en a un, celui qui conditionne et puis qui le brosse. Lui, il a un petit self et alors il m'en prend. Et puis autrement, les deux autres, ils n'ont pas de self, mais c'est eux qui produisent l'huile. Puis moi, du coup, ça me permet aussi d'aller la chercher en vrac, ce qui permet de pas avoir du tout de contenant, pas de plastique, pas d'emballage. Et ça, c'est juste le top du top, quoi. Au niveau de la diversification de la gamme, est-ce que pour le choix des variétés de patates, ça s'est fait aussi petit à petit, ou vous saviez déjà quelle variété utiliser pour faire des chips? Ça avait commencé dans la cuisine. Est-ce qu'il y avait une variété qui marchait bien? On s'est dit, on va rester avec celle-ci. Alors on avait une variété qu'on produisait ici, celle que j'ai essayée au départ, et puis finalement c'est celle qu'on continue à servir maintenant parce que c'est celle qui va le mieux. Et puis par contre on arrive dans un dilemme où, comme par exemple ce printemps, cette pomme de terre là au plomb n'était pas disponible. Ouais. Donc du coup on nous en a proposé des autres. On a essayé aussi des variétés à chips, Oui. dont une qu'on a un peu gardée parce que la particularité c'est qu'elle peut être stockée au froid. Parce que le problème qu'il y a sur plus ou moins toutes les pommes de terre, c'est que si on les stocke trop froides, l'amidon se sucre. Ouais. Et puis du coup, la transformation en chips, ça fait pas de l'aigre doux. Ça, vous le saviez déjà avant ou... Non, on a appris beaucoup de choses. On a testé, c'est vraiment pas bon, hein. On vous promet. Hein. On a testé, on a mis des patates au frigo. Et puis voilà, elles étaient trop froides. Et puis ça marchait pas, quoi. Bon. Non, c'est que vous cuisez là. Ça marche, mais c'est pas bon. Vous les cuisez, et puis au final, vous avez des pommes de terre brunes, noires. Et puis immangeable, quoi. Avec un goût sucré, mais pas bon sucré. Et parce qu'en fait, là, du coup, vous en êtes à combien de temps de ce projet? Parce que là, vous avez combien d'années de recul par rapport au tout début? On a juste 3 ans de recul. Ouais. Voilà, ça cesse d'augmenter. Enfin, moi, maintenant, je refuse quand même du monde des nouveaux clients. J'en ai réaccepté un petit peu, mais enfin, voilà, ça dépend des quantités aussi qu'ils demandent. J'ai pas mal de vrac aussi maintenant. Ouais. Et ça, c'est le top aussi. Mais ouais, moi, j'ai quadruplé mon temps de travail sur le domaine. Et s'il y avait des choses à refaire avec l'œil d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, par rapport à il y a 3 ans, est-ce que vous changeriez quelque chose, des manières de... Vous seriez dit, ah non, mais là, ça, c'était une erreur ou... Alors, si on avait su toutes les erreurs qu'on a fait pour arriver là, peut-être qu'on les aurait peut-être pas faites, ouais, ça c'est sûr. Mais après, c'est en faisant les erreurs qu'on apprend, et puis voilà. Mais après, je pense pas qu'on aurait changé quelque chose. Ouais, finalement, c'est une aventure. Non, parce que les choses sont bien faites. C'est juste que, voilà, on s'est dit vu qu'on avait une demande supplémentaire, on a gardé un peu plus de pommes de terre. On s'est dit, tant qu'à faire, on les transforme. Et puis voilà, on a fait des essais, du style de mettre une partie chez un copain au frigo. Voilà, on en a mis, je sais plus, 3 tonnes ou quelque chose comme ça. Voilà, elles sont parties en consommation parce qu'en transformation de chips, c'était pas faisable. Mais finalement, on en avait un peu trop gardé, donc ça nous a pas péjoré. C'était bête, mais c'était un essai. On a appris de cette erreur-là. On a fait d'autres erreurs. On a voulu faire aussi de l'avance une fois. On les pelons, et quand on faisait encore à la main, on les pelons, coupons le jour d'avant de les cuire, les mettre dans l'eau, on les a mises dans un tonneau bien hermétique, puis on a fermé bien hermétique.
Bah, le lendemain, on aurait pu faire de l'alcool de pomme de terre, je crois. La vodka, je crois. Ouais, on a ouvert le tonneau, c'était juste... donc toute l'avance qu'on avait faite, au final, a été perdue. Quoi. On a pu tout recommencer parce que... Peut-être une nouvelle voie de On a même pas valorisation. osé les mettre aux vaches tellement que c'était... Ouais, c'était pas beau à voir, quoi. Peut-être bientôt la vodka Cara. Hein. Peut-être. Hein. Faut qu'on se lance là-dedans. Mais voilà, on a des essais. Après, on a des essais aussi qui sont partis carrément au fumier, quoi, parce que c'était pas bon. C'était pas bon, c'était mal cuit. C'est vrai que quand on a commencé à cuire, où on en cuisait 2-3 paniers, et puis où tout d'un coup on a commencé à cuire 2-3 heures de la filée. Tout d'un coup, on n'arrivait plus à les cuire. Elles étaient toutes molles. On a eu, voilà, puis on comprenait pas pourquoi. Il y a même un moment où on a dit qu'on arrête tout parce que ça va plus. Parce qu'on en faisait 2-3 paniers, elles étaient top. Et puis après, on est arrivé où finalement elles étaient pas bonnes, quoi. Donc puis on s'est renseigné, on a été demandé à des restaurateurs du coin si tout d'un coup ils auraient pas une solution parce que on avait de la demande et puis il fallait faire en grande quantité, puis les petites quantités, on n'est pas cuistot, hein. Voilà, les petites quantités ça jouait bien, mais les grandes ça jouait plus. Ça allait plus, quoi. Alors et puis par chance il y en a un ou deux qui nous ont dit mais moi j'en ai fait à l'époque, on faisait comme ça, mais tu sais il te faudrait essayer comme ça. Et puis au final en écoutant un peu ce qu'on nous a dit, c'est vrai que maintenant on a compris et puis on arrive à faire quelque chose de bien. Et au niveau aspect plus rentabilité et financier, ça a été pareil, finalement tout s'en est suivi naturellement. Ouais, après, on a décrété un prix et puis on est allé comme ça. Après, ça marche assez bien avec ces prix-là. Niveau rentabilité, je crois que c'est assez rentable. Après, c'est vrai que je fais des journées entre 7 et 8 heures quand je fais de la production. Ouais. Je fais 2 jours de production par semaine. Après, le mercredi, il faut emballer. Le jeudi, vendredi, on livre. Puis voilà, la semaine est finie et puis on recommence. Donc finalement, ça s'est transformé en un job à 100%. C'est ça. Mais à la base, c'était pour sauver, entre guillemets, notre production de pommes de terre. Parce que si ça n'avait pas fonctionné, on n'aurait plus de patates. Okay. Et alors, vous dites qu'elle est rentable. Est-ce que vous êtes allé jusqu'à faire des calculs de coûts de production pour fixer un prix, ou bien est-ce que vous êtes plutôt fixé sur le marché en regardant l'autre concurrent qu'il ne faut pas Quel nommer? marché? Non, on n'a pas regardé les autres marchés. On a calculé, on a fait un peu un calcul avec nos coûts, combien de temps ça nous prenait, quelle quantité ça faisait, on divise et puis ça faisait à peu près ce coût-là et puis voilà. Ok. Et vous en pensez quoi? L'autre jour, je me baladais dans une enseigne de grande distribution et j'ai vu que l'autre marque qu'il ne faut pas nommer s'est lancée dans une gamme de chips un peu fermière, avec la peau apparente encore sur le côté, un peu plus épaisse. Moi, ça m'a fait penser à vous, du coup, quand j'ai vu ce produit. Oui, c'est vrai. Puis ils ont même mis une ferme sur un peu comme nous. Je ne sais pas s'ils ont vu nos paquets et puis qu'ils se sont dit, on va les copier. Hein. Non, on n'est pas comme ça. Mais après, ça reste du Zweifel. S'il fallait pas dire. Je sais pas, mais enfin voilà. Non. Ça on verra reste bien. Ça reste de l'industriel. Ouais. Mais justement, c'était pour rebondir sur un peu l'avenir de ce marché de la chips, parce que moi j'ai l'impression qu'il s'oriente vers quelque chose de plus fermier, une production de qualité, des chips haut de gamme, pour un peu se distinguer des chips d'entrée de prix qu'on considérait peut-être aussi comme pas forcément saines. Et puis là, du coup, en repackageant différemment, j'ai l'impression que ces marques, elles essayent de faire paraître elles essaient de se faire paraître pour vendre un produit qui est plus sain, ou meilleur pour la santé, ou bien moins industriel. Vous en pensez quoi de ça? Et puis, c'est quoi un peu votre vision de l'avenir de ce marché-là, de la chips? Alors moi, pour le moment, je pense que mon marché à moi, il est encore pas en train de s'écrouler, donc je crois qu'il peut aller avec la production. Après, moi, j'ai quand même des clients qui m'ont dit qu'ils avaient arrêté de manger des chips, et puis que depuis que j'en fais,
Ils ont recommencé à en manger parce qu'ils n'en mangeaient plus. Et puis, il y en a aussi qui disent qu'ils ont enfin retrouvé le goût de la chips que leur grand-mère faisait dans le temps. Et ça, je trouve que c'est vachement gratifiant. Après, j'ai encore pas goûté... j'ai goûté pas mal de fois le concurrent. J'ai jamais retrouvé ça. Donc finalement, c'est peut-être pas un concurrent. Non, Pas, pas pour nous, et puis pas à notre échelle, disons. Je pense que ça reste... Nous, on est trop petits. Ouais, ça, de toute façon, même s'ils se rapprochent au goût naturel, au goût... ils ont un tel marché, un tel... Enfin, ils doivent livrer une telle clientèle que ça restera de l'industriel de toute façon. Nous, on nous a dit aussi qu'il y avait un agriculteur qui voulait se lancer, qui alignait les machines pour produire plus de, je sais plus combien. Il voulait faire 100 kilos de chips finis à l'heure. Voilà. Ah, je me représente pas du tout ce que ça fait. Ouais, bah alors nous, ça nous fait pas du tout une journée de travail. Parce que vous faites combien en fait? Moi, je fais 25 kilos par journée de travail de chips finis. On fait un gros 100 En kilos. faisant 7 heures de travail, environ 7-8 heures. Ouais. En étant 2, j'ai une collaboratrice. On fait environ 100-120 kilos de patates Brut. Ok. brutes. Donc, Voilà. on est loin. De toute façon... C'est fois 10 quoi, pratiquement. Même plus. Ouais, on perd le 80%, on va dire, Ok. environ. Donc de toute façon, pour produire autant de chips vu qu'ils sont quand même fournisseurs de toute la Suisse, ça reste l'industriel. Donc de toute façon, on est de loin. Enfin voilà, on peut même pas dire qu'on est concurrent parce qu'on fait vraiment, finalement, on fait pas la même chose. On fait pas le même produit. Les chips sont, enfin voilà, quand on lit derrière nous, vous prenez l'étiquette, c'est pommes de terre, huile de tournesol, sel. Point. Même ces chips que vous avez dit, la liste elle est un qu'il y a petit des peu plus conservants. longue. donc voilà. Moi je pense, ouais. Oui, c'est pas Moi le même personnellement, produit, je pense pas qu'on est concurrents. On fait Différemment les choses. on c'est fait tout. un même produit, mais différent. un produit ressemblant, mais En fait, vous mais dites que différent. ça a le même nom, ça s'appelle chips, mais c'est pas le même produit finalement. Non. En gros. Après, Si ils je n'ont pas la résume, même hein. variété que nous. Ouais. Nous, on utilise une certaine variété. Eux, ils ont peut-être d'autres variétés de chips. Et puis, nous, bah voilà, il y a un goût, il y a de la matière, il y a... Voilà, mais c'est... Et du coup, vous, à votre échelle, pour votre marché, votre structure, vous voyez comment le futur? Vous avez des envies? Vous avez encore des nouveaux projets? Des chips de carottes, de pommes, de chez... Alors après, on va pas se diversifier dans les carottes parce qu'il y en a déjà beaucoup de monde qui nous ont demandé de faire des chips de légumes. Et puis, je peux pas tout faire, malheureusement. Mais vous avez déjà employé quelqu'un, Oui, si j'ai bien compris. mais à 40% seulement. Ça risque d'augmenter. Après, il faut pouvoir faire confiance à des employés. Voilà. Je sais pas si je pourrais dire ils travaillent le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, puis moi je fais tout le reste quoi à côté. Je sais pas si j'oserais faire ça parce qu'après ben voilà, c'est un savoir-faire, c'est du tactile, c'est du au ressenti, c'est à la voilà, plus on en fait, plus on sait comment faut faire, plus on sait quand si ça part un peu en cacahuète, on se dit ah bah tiens, je peux rattraper ça comme ça. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de l'œil et puis ben du savoir-faire, donc de laisser ça à quelqu'un seul sans moi, je sais pas si je vais pouvoir. Enfin, c'est pas, on se lève pas le matin et puis on va appuyer sur un bouton et puis on récupère les paquets à la fin de la journée. Hein. C'est pas ça du tout. Oui, il y a quand même une dimension artisanale dans le travail. Il y a beaucoup d'artisanat, ouais. On fait tout à la main, on fait à la friteuse, on Ouais, mais fait. c'est pas une recette toute faite. Non, bah maintenant on a la recette. Mais c'est notre procédé à tous les deux. De ce qu'on a dit avant, c'est qu'on a fait quand même pas mal d'essais qui ont conclu à ce que nos vaches étaient toutes contentes de nous voir arriver avec le bol de chips parce qu'elles aiment bien ça dans tous les états. Hein. Mais voilà, pour nous, elles étaient invendables. Et puis c'est vrai que maintenant, on a notre procédé, on a notre façon de faire. L'idée, c'est maintenant, actuellement, on a un local qu'on loue au village.
L'idée à, disons, moyen terme, ça serait quand même de ramener le local, enfin, de recréer quelque chose ici, où on a un peu, disons, tout, enfin, créer un local, disons, qui soit fait pour cette fabrication. Parce que là, nous, on a aménagé le local de façon à ce qu'on puisse travailler facilement. Mais ça pourrait être plus simple en gros. Mais voilà, là, on emballe les chips. On a notre petit local ici pour emballer les chips. Mais on est obligé de les transvaser parce qu'on n'arrive pas à les mettre direct dans la machine pour emballer. Donc, c'est voilà, créer un local où on peut faire de A à Z et puis qu'il soit fait par rapport à la production qu'on fait. Donc ça, je pense, c'est le futur. Après, si on pourrait faire 2 jours de plus, voilà, ce serait top, mais il faudrait, voilà. Mais pour ça, il faudrait des employés. Parce qu'en fait, la demande, elle pose pas de problème, quoi. La non. demande, il y en a. Non, la demande, j'ai pas de problème là-dessus, ouais. Le problème, c'est moi et la fabrication. Ok. C'est qu'il y a des fois, bon, voilà, je dois refuser, je dois dire non, mais ça va pas. Enfin, voilà. Je produis toutes les semaines la même chose, mais toutes les semaines, j'ai pas de stock. Ouais. Tout ce que je produis, je vends, voilà, je produis le lundi, mardi. Le vendredi, moi, j'ai plus de chips dans le local et puis c'est tout vendu. Et je recommence la semaine d'après. Mais les revendeurs ont une DLC qui est au maximum. 2-3 mois et demi, ouais. C'est aussi ce qu'on s'efforce de faire, c'est que tout ce qu'on dit qu'on livre, on le garantit finalement. Le magasin a 3 mois de date pour le vendre. Et puis voilà, c'est pas du stock voilà, et puis que tout d'un coup ils arrivent puis qu'ils ont plus qu'un mois pour vendre leur truc. C'est que c'est du produit finalement. Chaque revendeur a du produit frais de la semaine, quoi, finalement. Je vois que l'heure tourne et que le temps avance plus vite qu'on ne le pense. En guise de conclusion, est-ce que vous auriez, je sais pas, une sorte de conseil pour quelqu'un qui voudrait lancer une activité sur son exploitation? Enfin, pas forcément des chips, hein, mais autre chose par rapport à votre parcours, ce que vous avez pu réussir à faire, ce que vous avez vécu, l'apprentissage et tout. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui est censé dans une valorisation d'un produit? Le petit conseil que je pourrais donner, c'est de croire en ses petits rêves, même les plus fous, mais de croire et puis se lancer, quoi. Puis se lancer petit à petit et puis advienne que pourra, quoi. Moi, je dirais surtout voilà, si là, c'était une idée qui me trottait dans la tête depuis un moment, c'est vrai que par rapport à ces pommes de terre, mais c'était surtout sans vouloir copier les autres. Typiquement, vous avez été voir, c'était pour pas faire la même chose que Jonathan Gavier, par exemple. Donc c'était mais je pense que si on veut que quelque chose fonctionne, il faut pas copier les autres, mais avoir son projet à soi et puis dire oui, j'y vais, et puis ma foi, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. On va prendre ça comme mot de la fin. Exactement. Tu aimerais rajouter quelque chose? Merci beaucoup. Non, je trouve que c'était un super exemple, surtout pour un premier épisode sur les transformations à la ferme. On a, je pense, un petit peu l'entier du parcours à succès pour une production à la ferme. Puis en plus, qui s'est fait petit à petit, quoi. Donc je trouve que je pense que ça va donner plein d'idées et puis plein de bons conseils pour les personnes qui vont écouter ce podcast. Et puis je vous remercie pour le partage de toute votre expérience. Merci à vous. Et merci beaucoup à vous deux pour ce récit d'aventure. C'était un plaisir d'enregistrer cet épisode avec vous. J'en profite également pour m'adresser à celles et ceux qui nous écoutent, pour vous dire que si vous travaillez dans l'agriculture ou l'alimentation et que vous souhaitez développer un projet dans les domaines de la production, transformation, distribution ou valorisation de produits agricoles et alimentaires, sachez que du 1er au 31 octobre 2024, il y a un appel à projet qui s'appelle Starter. Donc je vous mets le lien dans la description. Et que si vous êtes lauréat, vous bénéficierez d'un accompagnement technique avec des outils spécifiques, une mise en réseau, une visibilité du projet. Donc voilà, je le redis, Starter, regardez dans la description, il y a tous les liens qu'il faut. Et en attendant le prochain épisode, on vous dit à bientôt.